Bonjour à tous. Alors, je voulais faire une vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Qui me tient à cœur parce que ça fait partie d'une expérience que j'ai vécue dans ma vie qui a été très, très bouleversante et qui m'a amenée concrètement aujourd'hui sur ce chemin de yoga, d'hygiène de vie, de prise de conscience de beaucoup de choses. Et ça faisait longtemps que je m'étais dit que j'en parlerais parce que je ne pense pas être la seule à avoir vécu ce genre de remue émotionnel à l'intérieur de moi. Et je pense que ça peut peut-être aider des personnes qui ont vécu ça il y a peut-être longtemps et qui n'ont pas réussi à trouver de solutions, ou peut-être des personnes qui sont en train de vivre ça actuellement. Du coup, voilà, c'est une vidéo un peu spéciale, mais qui est en lien avec qui je suis aujourd'hui et le chemin que j'ai parcouru, qui m'a amené à choisir ce métier, donc d'enseignante de yoga, mais également à m'ouvrir à des tas d'autres choses beaucoup plus spirituelles et beaucoup plus en connexion avec le bien-être et l'hygiène de vie en général. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser et vous laisser dans le suspense plus longtemps. Donc pour ceux qui me connaissent, ils connaissent déjà mon histoire, peut-être pas complètement. Donc en gros, en 2014, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte donc, en février 2014. Et ça faisait pas très longtemps que j'étais en couple avec mon chéri. Ça faisait que 9 mois, donc en gros 9 mois ensemble, puis petit bébé. Et petit bébé, ouais, on a longuement discuté si on voulait le garder ou pas, parce que eh bien, on avait 24 et 25 ans, qu'on avait encore plein d'envies. Au niveau des voyages, enfin surtout pour ma part, j'avais énormément envie de voyager et en même temps, je pense que j'avais besoin de stabilité à ce moment-là dans ma vie, de sécurité, parce que voilà, ça partait un peu en cacahuète dans tous les sens. J'ai une jeunesse, j'ai bien profité de ma jeunesse, mais voilà, elle était portée dans l'extrême sur beaucoup de points de vue. Et quelque part, c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Donc il n'y a aucun problème avec ça. J'accepte complètement mon passé et qui j'ai été. Et donc du coup, j'en reviens à cette décision de choix de garder l'enfant ou pas. Et à cette époque-là, mon papa était malade. Il avait un cancer déjà depuis 2008, donc à la naissance de son premier petit-fils, donc du fils de ma sœur. Il a été diagnostiqué d'un cancer de la prostate. Et du coup, bah, quelques années après, je tombe enceinte et on décide, bien que le choix ne soit pas porté que pour ça, mais on décide de garder cet enfant-là parce que on savait pas tellement mon père comment ça allait évoluer et si à un moment donné il allait nous quitter ou pas. Et c'était intéressant de se dire qu'il pouvait peut-être rencontrer son deuxième ou sa deuxième petite fille. Donc on a fait le choix de garder l'enfant. On a fait le choix de garder l'enfant et aussi on a fait le choix de déménager. Donc je suis originaire de Marseille. J'ai passé 24 ans à Marseille et mon chéri était de Paris et ça faisait quelques années qu'il était dans la région. Et donc du coup, je ne voulais pas mettre au monde mon enfant en ville. C'était un choix très personnel et j'ai cherché sur internet des maisons. J'ai toujours rêvé d'une maison avec un jardin. C'était pas forcément, j'avais pas d'endroit précis, mais je sais que je voulais une maison avec un jardin. Donc j'ai commencé à regarder des maisons pas trop chères. Et donc j'ai trouvé ça très difficile de trouver quelque chose dans le coin. Et en faisant des recherches sur internet, on a trouvé une petite maison en Auvergne dans le Cantal. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai ma maman, donc toute sa famille qui est originaire du Cantal et ma grand-mère maternelle est née donc à Arnac. Arnac, c'est un petit village qui se trouve à 30 minutes d'Aurillac. Et il se trouve que la maison que j'ai repérée se trouvait à 10 minutes d'Arnac.
Et à l'époque, mes parents étaient sur place puisqu'il y avait une maison secondaire dans cette région. Et ils ont visité la maison et ils m'ont envoyé des photos et j'ai craqué. J'ai eu un sacré coup de cœur pour cette baraque qui était à la location. Et donc du coup, on a déménagé juin 2014 dans la région. Donc mon chéri a trouvé un travail par le biais de mon père qui connaissait des personnes. Et puis bah, moi, je ne travaillais pas et j'ai profité de ma grossesse. Donc arrive la période septembre, plutôt octobre, ou déjà non pardon, il arrive la période de août où mon papa m'appelle et me dit qu'en fait son cancer repart de plus belle et qu'il faut qu'il passe par une chimiothérapie beaucoup plus lourde et surtout voilà, assez rapide parce que ça avait pas mal évolué. Donc ça faisait déjà 6 ans qu'il était malade, 6 ans où il y a eu des hauts, des bas, voilà, des espoirs, des faux espoirs. Pour ceux qui connaissent la maladie, qui connaissent en général les cancers, on sait très bien soit c'est foudroyant ou soit il y a des récidives. Et là pour le coup c'était une récidive de son cancer. Et donc, bah voilà, on reste persuadé et plein d'espoir que ça va très bien se passer et que cette chimio va lui apporter tout ce dont il a besoin pour se remettre sur pied. Et puis en octobre, il décide avec ma maman de venir dans la région, donc dans leur maison secondaire à Arnac, pour se poser, pour tout simplement je pense se régénérer et passer du bon temps à la campagne en dehors de tout ce qu'il y a dans la ville. Hein. Quelque part, c'est pour ça qu'on quitte aussi la ville. Oui, parce que dans la ville, on le sait très bien, quand on vit au centre-ville, on n'a pas le même cadre de vie qu'à la campagne, on n'a pas cette paix en fait, parce que c'est pas possible. Même en sortant de chez soi, on a déjà des soucis. Voilà, juste même en sortant de chez soi, c'est compliqué. D'être détendu. Donc du coup, voilà, ils viennent se poser pour quelques mois. Et donc ils passent octobre dans un état pas top, pas top top, où on voit en fait clairement que il est en train de descendre, de faire une belle descente. Et il était suivi donc à Aurillac au CMC. Mais voilà, le médecin qui le suivait n'était pas là, il était en vacances. Et on a décidé de l'hospitaliser, ma maman et moi, puis lui aussi avec son accord. Du coup, autour du 20 octobre, 22, un truc comme ça. Parce qu'il ne s'alimentait plus, parce qu'il devenait de plus en plus maigre et qu'il souffrait énormément du ventre. Et donc il a été hospitalisé pendant une semaine sans amélioration. Ils ont décidé de lui faire une dialyse pour l'aider, sachant que oui, aussi il avait beaucoup d'acide dans le corps, donc c'est énormément d'eau et ça lui faisait gonfler énormément le ventre, d'où aussi les douleurs. Donc on lui a retiré 3 litres, si c'est pas plus, d'acide dans le corps. Mais en vain, voilà, ça n'allait toujours pas. Et moi, j'étais enceinte de plus de 8 mois. Et du coup, le 28 octobre 2014, mon papa passe sa dialyse et donc ma soeur était venue aussi dans la région parce qu'on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Et puis en remontant de la dialyse, tout va bien. Ben, vraiment, même ma mère le trouve très bien contrairement à ce qu'il était. Donc on se dit c'est génial et un regain d'espoir de nouveau en pensant que voilà, que ça va commencer à rentrer dans le droit chemin. Et en fait, le lendemain matin, ma mère m'appelle très tôt et me dit il faut que tu viennes maintenant. Et du coup, eh bien, je prends ma voiture, je me déplace à l'hôpital et là, je me retrouve dans la chambre de mon père et face à une personne plus là, qui est juste les yeux ouverts, le cœur qui continue à battre, mais,
Mais plus d'espoir parce que il avait passé une nuit, donc mon beau-frère était resté avec lui toute la nuit à ses côtés, il avait passé une nuit atroce, donc entre les hallucinations dues à la morphine, mais également ce qu'on sait maintenant, c'est qu'avant de mourir, on a toujours notre... je crois que c'est la DMA, puisque c'est une drogue, mais qui est à l'intérieur de nous, c'est une molécule à l'intérieur de nous, qui avant qu'on meure nous fait un peu péter des durites et voir des choses que personne ne voit. Et donc je me suis retrouvée face à une personne inerte dans le lit, et ce qui m'a le plus finalement choquée, c'est l'intérieur de ses yeux qui était rempli de taches marron. Ça, j'ai pas très bien compris encore aujourd'hui comment c'était possible, sachant qu'il il a vomi son caca toute la matinée. Et, euh, et puis ben, clairement, les médecins nous laissent plus d'espoir et nous expliquent que voilà, que c'est la fin. Et clairement, la décision, elle vient à nous de savoir à un moment donné si oui ou non on le met sous sédatif pour qu'il puisse partir tranquillement. Donc il y avait ma maman, ma soeur et moi, et c'est finalement la décision qu'on a prise toutes les trois. Et puis donc là il y a un truc, ce passage-là, j'ai besoin de le raconter parce que c'est ce qui après m'a fait moi m'ouvrir à beaucoup plus de choses dans la spiritualité, sans parler de religion, sans parler de quoi que ce soit. C'est juste quelque chose qui était assez incroyable pour moi et magique. Et donc c'est important aussi de l'expliquer parce que les personnes souffrent, on le sait, les mourants souffrent. Et qu'on n'a pas envie de les voir souffrir, surtout quand c'est des cancers, et qu'on a envie de les laisser partir le plus vite possible pour qu'ils puissent être en paix. Et puis il s'est passé quelque chose qui m'a marqué, puisque du coup ma soeur et moi on était dans la chambre, et puis ma maman était partie dehors passer des coups de fil. Et à ce moment-là, en fait, on entend le cœur de mon père qui s'arrête. Et je demande à ma soeur d'aller chercher ma mère le plus vite possible. Et je me retrouve face à mon père et à lui demander, donc enceinte jusqu'au cou, quoi, en pleurant et en lui demandant de rester et d'attendre que maman soit là. Et j'insiste et j'insiste et j'insiste, mais les infirmières commencent à rentrer dans la chambre. Et à ce moment-là, ma mère arrive et on se retrouve toutes les trois devant lui. Et là, son cœur repart. Son cœur repart que pour 1 minute, clairement. Mais c'était... la minute qui a tout changé pour moi parce que je me suis dit que quelque part ils sont encore là et que bah, ils entendent tout. Et excusez-moi parce que ça ravive beaucoup de souvenirs. Et quelque part, c'est un peu ma thérapie, là, ce que je fais. Et ça me fait du bien parce que je sais que je suis pas seule à vivre ça face au cancer. Et d'autant plus dans la situation dans laquelle j'étais. Et donc ce jour-là, clairement, pour moi, je pensais que j'allais accoucher sur place, de la douleur que j'ai ressentie à l'intérieur de moi, des contractions que j'ai eues aussi. Je pensais vraiment que ça allait être le jour où ma fille allait naître. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Donc mon papa étant marseillais et sa famille étant à Marseille, on a décidé de faire un rapatriement et de partir tous à Marseille pour pouvoir assister et faire ses funérailles correctement chez lui. Et donc on a pris la route. Et puis bon, il y avait toujours cette crainte que sur le trajet j'accouche, donc toujours à se dire bon bah dès qu'on passe près d'une autoroute, voilà, il y a toujours cette crainte puisque j'avais encore des contractions mais il était hors de question que je reste là où je suis et que je ne puisse pas assister et être présente pour ma famille et pour mon père et surtout pour moi parce que j'avais aussi besoin d'aller jusqu'au bout de l'étape. Et bon, bref, on arrive à Marseille. La veille de l'enterrement, je vais le voir au crématorium. Je lui dis une dernière fois au revoir. Et le soir, plus en plus de contractions. Puis je pars me coucher et puis je le sens. Je le sens que à mon avis, ça va arriver soudainement et que c'était pas le moment pour moi, que ça arrive à cet instant-là.
Et dans la nuit, vers 1h30 du matin, les belles contractions de la femme enceinte qui vous réveillent et vous font brûler à l'intérieur de douleur. Et je pars à l'hôpital. Et en fait, je veux pas que ça se passe à ce moment-là parce que le lendemain, on enterre mon père, quoi. Enfin, il n'a pas été enterré, pardon, il a été incinéré, mais les funérailles se passent le lendemain et pour moi, il est hors de question que je ne sois pas présente. Donc en fait, j'arrive à l'hôpital avec un état d'esprit de non, je ne veux pas accoucher maintenant, mais les contractions ont été vraiment violentes et il était hors de question que je sorte de l'hôpital. Et donc de 1h du matin jusqu'à 9h30, puisque ma fille est née à 9h40. L'accouchement a été très compliqué, très 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 compliqué. Tout le centre, enfin, toutes les personnes qui étaient en charge de me faire accoucher, sachant que je devais accoucher à Aurillac, donc pareil, j'arrive et j'ai personne d'attitré, je connais aucun médecin, aucune sage-femme. Mais je tiens à remercier l'hôpital Saint-Joseph parce qu'ils ont été exceptionnels et d'une bienveillance envers moi que j'oublierai pas. Donc ils étaient au courant, ils avaient été mis au courant de la situation et de ce qui se passait et que pour essayer, enfin surtout pour faire en sorte que mon accouchement se passe au mieux. Donc très compliqué, un accouchement très très long, très intense, où je ne pensais qu'à mon père en fait clairement, où j'étais plus dans l'accouchement de mon père et pas l'accouchement de ma fille. C'est assez particulier comme sensation, puisqu'on donne tout, mais on donne tout pour son père. En tout cas, c'était comme ça, et je pense que ça peut être un père, ça peut être un conjoint qu'on perd à ce moment-là, ça peut être sa mère. Je pense qu'il y a un truc qui fait on se retrouve dans deux états, l'état de vouloir tout faire bien pour mettre au monde son bébé, sa chair, son sang et surtout son poumon, son nouveau poumon. Et en même temps, on a cette peine immense. Et vous voyez, la plaie est encore ouverte. Malgré les années, mais c'est comme ça. Donc j'accouche. Ma fille vient dans mes bras. Et comme beaucoup de femmes, ça a été le plus beau jour de ma vie. Et comme je dis, c'est vraiment un poumon, une nouvelle naissance. Je suis née en même temps qu'elle. J'ai accouché en même temps qu'elle. Enfin, pardon, j'ai accouché en même temps qu'elle. J'ai accouché pour elle. Mais quand je dis j'ai accouché, c'est j'ai accouché ma peine, j'ai accouché ma douleur, j'ai accouché le fait que je sais que je serai pas là en fait pour mon père. Et en même temps, j'ai eu une renaissance à son premier souffle, comme si c'était la mienne. Un peu particulier et difficile à expliquer, mais c'est cette sensation que j'ai ressentie. Et arrive, donc mon père se faisait, la cérémonie était à 15h15. 15h15, je tiens à dire, qu'elle est une heure miroir et qui me guette, sachant qu'il est décédé à 15h15 aussi. Donc voilà, si on doit parler de choses miraculeuses, de toutes ces choses-là, tout est, pour moi, une mort amène une naissance. Les signes ne trompent pas. Il y a eu beaucoup de choses autour de ça qui m'ont fait dire qu'il y a bien quelque chose, qu'il y a quelque chose, il y a une puissance, il y a quelque chose qui est assez palpable même. Et donc j'arrive dans la chambre et puis j'ai une amie de mes parents qui travaille au SAMU et donc je pouvais en fait sortir puisque j'ai accouché tôt le matin et donc je pouvais être présente aux funérailles. Mais cette personne m'a contactée en me disant, avec beaucoup de bienveillance encore aussi, que c'était un risque que de me rendre à l'église. Un risque parce que ça peut raviver énormément d'émotions et du coup être pas bon pour moi, mais en même temps un risque que je viens d'accoucher et que du coup rien n'est refermé et qu'on ne sait jamais si je peux faire une hémorragie, etc. Donc elle m'a conseillé et j'ai décidé d'écouter sa belle parole. Et c'est vrai, c'était juste. Et du coup, je n'y suis pas allée. Donc je suis restée avec ma fille et mon chéri à l'hôpital. Et en attendant en fait que la cérémonie se termine pour que la famille et les amis puissent venir voir la petite, comme ça se fait à chaque naissance. Et là aussi, on pense pas souvent à eux,
Enfin, en tout cas, quand on est dans sa propre situation, on pense pas aux autres puisqu'on vit déjà quelque chose d'assez éprouvant. Donc, voilà, on n'a pas l'énergie à aller la mettre ailleurs. Mais avec le recul, je me dis que c'est quand même quelque chose de très violent pour eux aussi, puisqu'ils viennent d'enterrer un fils, un mari, un père et un ami. Et derrière, ils viennent à l'hôpital pour venir découvrir cette petite part de lui, finalement, toute belle, toute fraîche, avec pleine de vie, pleine d'amour, pleine de, voilà, d'innocence. Voilà. Donc ouais, avec le recul, je me dis que c'est un sacré ascenseur émotionnel pour eux aussi, et ça devait être aussi pour eux quelque chose de très difficile émotionnellement à gérer. Voilà. C'est vrai qu'on n'y pense pas parce qu'on vit notre émotion à ce moment-là, chacun pour soi. Donc voilà, je suis restée après ça 2 semaines sur Marseille avec ma mère et donc mon chéri. Puis on est rentré. Et puis bah, c'est là que tout retombe, puisque tu rentres, tu arrives dans une région où finalement il n'y a personne. Il n'y a pas de famille autour, il n'y a personne pour t'épauler. Tu es isolé au plus complet dans ton patelin de la campagne. Et tu dois vivre ces émotions, tu dois vivre ce deuil, tu dois vivre cette naissance, tu dois vivre ton nouveau statut de maman, ton statut de femme qui en aucunement ne doit être négligé pour n'importe quelle raison. Et voilà, et je vous cache pas que ça a été pas facile tous les jours et que ce qui m'a vraiment apporté de l'énergie, de l'envie de me battre, c'est ma fille. Je sais que pas tout le monde réagit pareil, et je sais que pour certains c'est très compliqué et que peut-être ça les fait descendre vraiment dans les abîmes de leur émotion. Mais je crois aussi en la puissance de notre puissance à nous, à l'intérieur à nous, et qui à un moment donné nous oblige, euh, qui nous oblige à avancer pour soi, avancer pour sa fille, avancer pour sa famille, pour sa mère, pour sa sœur, pour tout le monde, parce que la vie continue, même si la douleur elle est là et elle est plus que vive et plus que, voilà, poignardante. Donc du coup, voilà, j'étais avec ma fille, je ne travaillais pas, j'ai pas travaillé pendant 1 an et demi, et ce qui m'a permis en fait finalement pendant 1 an et demi où j'ai été isolée et seule de commencer à m'intéresser à des choses donc beaucoup en lien avec la spiritualité parce que je cherchais des réponses, je cherchais à comprendre, je cherchais à trouver pourquoi ces signes, pourquoi à ce moment-là, pourquoi ces heures-là. Donc j'ai cherché beaucoup de réponses à l'extérieur grâce à des livres. Euh, et puis j'ai fini par chercher à l'intérieur aussi, en me posant, en méditant et en allant essayer de comprendre cette douleur, de comprendre la vie, clairement, la vie, la mort, voilà, tout simplement. Et de fil en aiguille, de la spiritualité, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Parce que il était hors de question, je suis d'une consistance psychologique de base, je veux dire faible, dans le sens où je suis une personne qui broyait, parce que je suis plus comme ça, mais qui broyait énormément de noir, très pessimiste, et difficile de trouver un but dans ma vie pour avancer. Déjà, je n'avais aucune passion, aucun travail fixe, aucune ambition. Clairement, c'était la loose et j'aurais pu faire une énorme dépression. Et je salue l'univers de m'avoir aidé en tout cas à passer ces étapes grâce à, à l'extérieur, à aller chercher des infos à l'extérieur pour me permettre de me faire évoluer sans passer par des caps vraiment trop bas. Donc le développement personnel a été aussi vraiment très important pour moi au niveau des bouquins, mais de la mise en pratique aussi, à forcer mon esprit à, à recréer des chemins différents dans mon cerveau pour éviter de ressasser les choses et d'être trop dans la noirceur des choses, des événements.
Et à éviter aussi d'être constamment dans le passé, ça c'est encore très compliqué, mais bon, j'ai fait vraiment un saut. Mais j'avais tendance à être beaucoup dans le passé, le futur, comme beaucoup de gens, et jamais être dans le moment présent. Et finalement, j'ai repris des activités aussi physiques, puisque j'avais besoin de me retrouver dans mon corps, de me réapproprier mon corps, hein, parce qu'on sait que la grossesse amène des changements, surtout qu'avant j'étais en salle de sport, donc j'avais vraiment bien bossé pour avoir un corps qui me plaît, et je me suis retrouvée à perdre un peu cette motivation, et puis finalement je me suis reboostée. Bon, aussi j'ai un chéri qui fait beaucoup de sport, donc ça motive de voir quelqu'un qui physiquement se porte bien, d'avoir aussi envie de se relancer dans le physique, en fait, de tout simplement ne pas se laisser abattre et puis remettre le corps en mouvement et la mécanique en route, hein, ne serait-ce que même le périnée, remettre tout en marche. Puis je suis venue en fait à commencer à pratiquer du yoga dynamique. Donc c'était une sorte de yoga sportif même, où il y avait beaucoup de renforcement musculaire, sans aborder quoi que ce soit autour du yoga. Ce n'était vraiment que de la posture physique. Et, et donc, bon, les années passent, je vous la fais court parce que sinon ça va durer une plombe, mais les années passent où je fais des petits boulots, où je suis surveillante dans un collège, où je travaille après en tant qu'aide à domicile, et ensuite j'ai même travaillé à l'usine. L'usine a été un électrochoc, puisque pour moi de rester enfermée dans ma tête pendant 8 heures d'affilée sans parler pratiquement à personne et en répétant toujours la même chose, ça a été le moyen d'aller vraiment en profondeur à l'intérieur de moi et d'aller vraiment chercher ce que je ne voulais plus du tout. Et j'ai commencé à m'intéresser aux lois de l'attraction, à l'univers, à beaucoup beaucoup de choses comme ça. Et au fur et à mesure que j'expérimentais les demandes à l'univers, que j'expérimentais la loi de l'attraction, je me rendais compte des choses qui se mettaient en place. À côté, j'avais toujours cet intérêt et soif d'apprendre encore plus dans les soins les plus simples, les plus sains surtout, donc les soins les plus naturels possibles. Donc j'ai commencé à aller voir des énergéticiennes, des acupunctrices, je me suis intéressée même à la reprogrammation cellulaire. En fait, j'avais besoin à la fois d'évacuer encore ce qui était là vis-à-vis de mon père et de ma fille, de cette alchimie entre les deux, entre la mort et la naissance. J'avais besoin de m'en détacher. Donc j'ai fait pas mal de rencontres comme ça, des micro-kinés, je suis allée voir aussi une voyante, j'ai vu plein de praticiens très intéressants. J'ai commencé à travailler avec l'homéopathie, à m'intéresser aux huiles essentielles. En fait, je pense que clairement, dans ma tête, il est hors de question que je vive ça, que je tombe malade d'un cancer. Voilà, c'est très psychologique et de toute façon, je ne pourrais que peu l'éviter. Après, il y a les gènes et la génétique, mais je voulais absolument avoir l'hygiène de vie la plus irréprochable pour éviter de passer par ce que mon père a vécu. Mais qui parlait d'hygiène de vie, c'était global, c'était aussi au niveau de ma tête, et d'éviter d'être constamment stressée, angoissée, anticipée, à broyer du noir, nanana, tout ce que je vous ai dit. Le but, c'était que je puisse être à la fois bien dans mon corps physique, à l'intérieur de mon corps, dans ce que je mets dans mon corps, et dans ce que j'aimais dans ma tête aussi. Donc pendant 4 ans, comme ça, parce que ça a duré 4 ans, l'évolution, ça se fait pas d'un coup. Donc pendant 4 ans, au travers des différents travails que j'ai fait, les différents jobs que j'ai fait, j'ai évolué spirituellement, j'ai évolué de manière générale pour aller trouver finalement le chemin que j'ai trouvé actuellement. Et avant de trouver ce chemin de la voie du yoga, donc je vous disais, je faisais du yoga dynamique, mais bon, pas forcément à voir avec ça, puisque désespérément, Pôle emploi me propose une formation d'accompagnement au handicap. Donc une formation sur 1 an, un CDI à la clé. Le seul hic, c'est que c'est à 50 minutes de la maison, que les horaires là-dedans, c'est très compliqué, parce que du coup, des fois tu bosses le week-end, des fois tu es de matin, des fois tu es de soir.
Voilà, un truc qui déjà, je partais dans un truc défaitiste, j'avais absolument pas envie par rapport à ça. Après, en soi, le métier, j'avais fait du coup une semaine de stage dans un centre d'handicapés où j'ai vraiment aimé ça. Et les 3 premiers jours, je me suis dit, ouais, bah en fait, ça me plaît bien. Mais j'avais ce truc de l'autre côté qui me disait, ouais, mais ça te plaît bien, mais t'as tout ce qui est contrainte à côté, genre le déplacement, le fait que finalement tu verras jamais vraiment ta fille, tu verras jamais vraiment ton mari, enfin voilà tout ce truc de me dire putain, en fait clairement ça va pas quoi, clairement si je m'écoute ça ne va pas. Et au bout de 3 jours de stage, je rentre à la maison et sur la route, je, je sais, je peux paraître un peu folle, mais je demande à l'univers de l'aide. J'envoie un message à l'univers avec tout mon cœur. Mais là, je crois que je pouvais pas faire mieux puisque j'étais vraiment dans un passage, le cul entre deux chaises, où il était hors de question que je fasse quelque chose qui soit pas aligné avec moi. Mais ça, je ne savais pas encore. Et je fais une demande à l'univers. Et je lui demande, univers, montre-moi le chemin. Et j'ai fait ça pendant 3 jours. Les 3 derniers jours de mon stage. J'y allais et à chaque fois que j'allais à l'aller au trajet et au retour, je disais univers montre-moi le chemin et je laissais faire et je laissais faire. Je me suis dit il va jamais me montrer le chemin. Mais si, en fait, arrivé le dernier soir, je rentre à la maison, je prends mon ordinateur et là, je tape formation professeur de yoga. Pourquoi? Comment? Alors au fond de moi, je pense que je sais aussi pourquoi. Il y avait quand même une part de moi qui était intéressée par ça, puisqu'il y a quelques années en arrière, j'avais posé des questions à une prof de yoga qui m'avait clairement mis un frein et je me suis dit en fait ouais c'est pas pour moi quoi, je ne pourrai jamais y arriver. Et heureusement que je ne l'ai pas écouté quelques années après. Et voilà, j'ai trouvé une formation, j'ai appelé, je me suis renseignée. J'ai été convaincue. J'avais un peu d'argent de côté suite au décès de mon papa. Je me suis dit, cet argent-là, il va me permettre de pouvoir créer ma vie professionnelle, créer un nouveau chemin. Qui dit nouveau chemin aussi permet de nouveaux angles et de nouveaux liens et de nouveaux horizons et une meilleure connexion avec qui je suis. Et j'ai plongé là-dedans et je me suis formée et je continue à me former et je suis hyper heureuse aujourd'hui. Je suis très heureuse du choix que j'ai fait. Tout s'est aligné. Beaucoup de portes se sont ouvertes, du coup, beaucoup de synchronicité. Euh, Beaucoup plus attentive aussi aux choses, une meilleure conscience de mon être et une meilleure connexion avec qui je suis. Beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus de méditation, etc., etc. Et tout ce qui touche finalement au yoga et qui n'est pas que postural. Dans le yoga, j'ai trouvé justement un remède physique puisque donc j'avais aussi énormément de maux de ventre, donc ça je l'avais expliqué dans une de mes vidéos YouTube où je suis sujette à des gros soucis au ventre, mais je le comprends actuellement aujourd'hui suite à ce qui se passe là-haut et que c'est notre deuxième cerveau et que tout simplement c'était lié. Et puis bon aussi que j'ai peut-être pas des fois eu une hygiène de vie très favorable à avoir une flore intestinale impec. Mais voilà, j'ai retrouvé physiquement beaucoup de bien-être au niveau du ventre, au niveau du corps. J'ai gagné en souplesse de dingue. Alors j'étais raide comme un bâton, maintenant je suis capable de faire un grand écart. Enfin voilà, la souplesse, ça a été... Et ça a été cool parce que ça a libéré beaucoup d'émotions aussi, puisque on a une partie, on a un muscle dans le corps qui s'appelle le psoas, qui est un peu notre poubelle émotionnelle, et de l'avoir énormément travaillé en écart, en fente, en écart facial aussi, ça m'a permis de libérer énormément de choses, beaucoup de choses qui étaient restées coincées sur cette zone et qui disaient cette zone à la fois émotionnelle pour mon père, mais à la fois l'accouchement. Donc voilà, ça, au point de vue physique, le yoga m'a apporté énormément, mais à côté de ça, surtout sa philosophie, les 8 branches du yoga en général ont été très révélatrices pour moi sur comment savoir me comporter vis-à-vis de moi-même, comment me comporter avec les autres. La méditation, cette année 2021, j'ai décidé de l'aborder encore plus, et encore vraiment tous les jours, je la mets en pratique, parce que j'avais tendance à un peu la repousser, parce qu'on n'est pas à l'aise quand on n'est pas à l'aise avec quelque chose, c'est qu'il faut justement rentrer dedans pour pouvoir créer cette harmonie. Et du coup, voilà, cette année 2021, je me mets beaucoup de nouveaux objectifs,
Mais sans m'éparpiller, le yoga m'a amené donc voilà cet ancrage, cet enracinement que je n'avais pas. J'étais trop partie justement vers le haut, vers le spirituel, et j'étais plus ancrée, j'étais plus là en fait, j'étais plus en connexion avec qui j'étais, et j'avais plus de sécurité, j'avais perdu beaucoup de choses quand mon père est parti, au niveau de la sécurité, au niveau des fondations, hein, puisque c'est ça, le chakra racine, c'est nos fondations, c'est notre sécurité, c'est notre monde un peu intérieur, et j'ai perdu beaucoup de repères lorsqu'il est parti, et ça a été très long de le retrouver, mais voilà, je suis la preuve aujourd'hui que tout est possible, et que il faut pas en fait se laisser aller à la déprime, à la facilité d'aller vers le négatif, parce que c'est très facile de broyer du noir, c'est très facile de rentrer dans un état dépressif et de l'alimenter. Moi, je suis capable d'alimenter des choses négatives de dingue, mais de dingue, en y croyant dur comme fer. Mais ça a été très difficile de reprogrammer mon cerveau à d'autres choses. Mais c'est pas impossible. C'est difficile, mais pas impossible. Il faut vraiment être motivé, et surtout se dire qu'on est notre propre changement. Nous seuls pouvons changer les choses à l'intérieur de nous. On peut s'aider des choses à l'extérieur, les livres, les thérapeutes, tout ça vont être d'une grande aide pour nous donner des bases, des clés, mais même eux vous le diront que c'est pas eux qui vont vous donner la réponse. C'est à vous d'aller la chercher à l'intérieur de vous. Eux, ils sont là juste pour vous donner les éléments, les bases. Et après, à vous de faire votre mix et d'arriver à sortir les choses à l'intérieur de vous, et à vous aligner avec qui vous êtes. Donc voilà, j'avais besoin de partager ça parce que ça fait partie de mon cheminement, et pourquoi je suis prof de yoga, et pourquoi je veux l'enseigner aujourd'hui, et pourquoi je me mets à toutes ces thérapies beaucoup plus douces. Euh, Tout simplement parce que j'ai vu mon père souffrir. Mon père était un sacré bosseur, un gros businessman, pour ceux qui le connaissaient. Un gros stressé de la vie aussi, un très bon épicurien, et que bah, tout ça mélangé, plus les gènes a fait un mélange explosif. Et quelque part, maintenant que j'ai vu, que j'ai du recul et que j'ai analysé les choses, je dis pas que ça va me permettre d'éviter tout ça, mais je pars du principe que si je les reconnais, les choses à l'intérieur de moi, si je mets en place des structures et une discipline, une rigueur, je suis capable en tout cas de me créer un chemin différent du sien. Donc mon but aujourd'hui en tant que prof de yoga, c'est de pouvoir apporter les clés, les fameuses clés que je vous disais quand les thérapeutes interviennent pour vous, c'est de vous donner des clés pour que vous puissiez vous rendre autonome dans la pratique, qu'elle soit physique, pour votre corps, pour éliminer les raideurs, pour éliminer les émotions, pour recréer une énergie harmonieuse dans votre corps, pour travailler la respiration, pardon, j'en ai même pas parlé, mais la respiration qui a été la base de ma prise de conscience, de mon stress, et ça a été l'une des meilleures façons pour moi d'éliminer énormément d'angoisse. Donc voilà, donner des techniques, donc des clés pour pouvoir pratiquer en autonomie. Vous diriger par rapport aux blessures que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous, les blessures physiques. Hein, en tant que prof de yoga, c'est important d'aller dans la globalité et de prendre une importance toute particulière à tous vos corps, et ne pas se fier qu'au physique, mais vraiment à toutes les couches de votre corps qui font que vous êtes qui vous êtes. Et donc de créer des programmes autour de ça, de créer un programme pour vous aider justement à aller de l'avant, à passer des caps très difficiles, que ce soit un deuil, que ce soit une naissance, que ce soit un choc émotionnel, que ce soit une douleur physique, etc. Comme je vous ai dit, de toute façon, le yoga est complet parce que ce n'est pas que des postures. Le yoga, c'est une philosophie qui englobe énormément de savoir, et donc c'est pour ça que j'ai envie c'est pour ça que je l'enseigne d'ailleurs de toute façon, mais c'est pour ça que j'ai envie de l'enseigner à mes élèves. Et voilà, et à côté j'ai développé aussi des massages sonores au bol tibétain, la clé aussi là de l'eau et de l'intelligence de l'eau et de l'information de l'eau. Le massage sonore,
a été un peu aussi un éveil pour moi de conscience et je m'en passe pas. Ce matin, je me suis fait un massage à moi toute seule avec les bols pour rééquilibrer, pour envoyer de nouvelles informations aux cellules de mon corps qui baignent dans l'eau parce que la vibration euh, va être envoyée directement donc dans votre corps, elle va traverser votre peau, vos tissus, elle va venir nicher au niveau cellulaire et elle va, grâce à l'eau, mettre en mouvement les cellules et l'énergie qui peut être bloquée à différents endroits. Donc ça va permettre de rediffuser l'énergie correctement dans le corps et s'il y a des blocages, de les débloquer. Et, euh, et puis voilà, c'est un bon pansement, et puis c'est magique. C'est magique sur l'aspect physique, sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect psychologique. Donc voilà, je me suis intéressée du coup à ça et j'allie un peu les deux. Et puis bah, j'ai d'autres projets. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça s'arrête jamais. Et voilà, et ça fera partie d'une autre vidéo puisque c'est pas ce pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Donc je voudrais juste que si vous connaissez quelqu'un autour de vous ou que vous vivez vous-même ça, euh, déjà que vous partagez si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un. Et n'hésitez pas, dans le principe où je suis OK pour pouvoir échanger avec les gens, donc que ce soit par message, par vidéo ou autre, par appel. Je suis OK pour les aider. Parce que, alors certes, je n'ai pas eu une personne en particulier en aide extérieure, mais clairement, je suis capable aujourd'hui de pouvoir les aider à passer ce cap. Donc, c'était une façon aussi pour moi de faire une petite thérapie et d'être sûre que pour 2021, je repars du bon pied en posant les choses. Alors, je les ai posées à l'écrit, mais je les ai posées aussi à l'oral. Et là, je trouve ça génial. Ça permet à ceux qui ne me connaissent pas aussi de me découvrir un peu plus. C'est aussi tout l'intérêt, que ce soit à travers les réseaux, mais aussi pour mes élèves auxquels je ne raconte pas ma vie. Donc si certaines n'étaient pas au courant, ça sera aussi leur façon de me découvrir un peu plus à travers ça et de comprendre pourquoi aussi j'en suis arrivée ici et d'autant plus pourquoi ça me tient à cœur d'enseigner donc du coup cette discipline. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est très longue. Je sais même pas si vous allez tenir jusqu'au bout. En tout cas, j'espère parce que c'est un message qui vient du cœur et c'est un message, je pense, qui fait du bien à entendre pour qui vit ça dans sa vie actuellement ou qui l'a vécu ou quoi qu'est-ce. Voilà, je vous embrasse fort, je vous remercie et prenez bien soin de vous. À bientôt.